Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence en ligne dédiée à l'évaluation d'exploitation. Quel prix juste pour moi, pour mon repreneur? Je suis Sylvie Fiche, je suis conseillère transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne et je serai l'animatrice de cette séance qui est organisée avec tous nos partenaires du réseau transmission. Alors pendant cette semaine de l'installation et de la transmission en agriculture, nous proposons 3 mini-conférences par jour sur des sujets très variés qui intéressent aussi bien vous, porteurs de projets en recherche d'exploitation ou d'associés, que vous, agriculteurs, en réflexion sur votre transmission. Alors tout au long de la séance, vous pouvez partager vos commentaires et poser vos questions en envoyant un SMS au numéro qui s'affichera en bas de votre écran, le 06 48 98 54 60. Ce sera Rosemarie Darien, conseillère transmission, qui se chargera de les transmettre à nos intervenants lors de séances dédiées. Cette conférence se terminera à 14 heures précises. Alors, la valeur de l'exploitation dépend de la vision de différents acteurs et elle est influencée également par de nombreux critères. Cette conférence, elle a pour objectif de vous donner des clés pour mieux objectiver cette valeur. Alors, vous allez voir, nos intervenants exercent en banque, en centre de gestion, en coopérative, en chambre d'agriculture. Ils accompagnent les agriculteurs cédants et les porteurs de projets dans les différentes étapes de leur projet de transmission ou d'installation. Ils vont donc partager avec vous leur expérience et apporteront leurs conseils sur les sujets suivants. Donc Christelle Brosset-Turpin interviendra sur le diagnostic d'exploitation avant toute évaluation. À quoi ça sert? Pourquoi faire? Comment évaluer mon exploitation pour mieux la transmettre avec Christian Garel des Chambres d'agriculture de Bretagne? Quels sont les points de vigilance pour le repreneur vis-à-vis de l'exploitation qu'il vise avec Maëlle Michel, Cogedis et Patrice Lavolée, Eureden? Comment formaliser les différentes étapes au fur et à mesure de la négociation avec Maëlle Michel également? Nous aurons une petite séance de questions-réponses, donc n'hésitez pas à nous les envoyer tout au long de la conférence. Et ensuite, ce seront les banques, Ronan Simon, CMB et Michel Levaillant, Crédit Agricole, qui interviendront sur quelle est la vision des banques vis-à-vis d'un projet de repreneur. Et ensuite, nous terminerons avec Christelle sur quels conseils pour une transmission, une installation réussie, pour terminer par des séances de questions. Écoutez, on est tous partis, donc bienvenue à Christelle. Vous êtes conseillère économique et stratégique au CER France et vous allez nous présenter une étape préalable à toute évaluation, le diagnostic de l'exploitation et de son environnement. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc en effet, le diagnostic d'exploitation indispensable avant tout calcul d'évaluation. Donc pourquoi? Il va permettre de comprendre comment fonctionne l'entreprise, d'avoir un état des lieux le plus complet possible de l'exploitation, mais aussi d'adapter, en fait, de personnaliser les calculs d'évaluation à chaque exploitation pour aboutir à des valeurs qui pourront ainsi être expliquées, justifiées, argumentées pour votre négociation. Donc, en quoi consiste ce diagnostic? On va regarder, en fait, étudier un ensemble de critères pour identifier l'ensemble des atouts et contraintes de l'exploitation. Donc, par exemple, le foncier est-il plutôt groupé, morcelé? Quel est le niveau d'autonomie vis-à-vis du plan d'épandage? Les propriétaires sont-ils a priori d'accord pour relever au repreneur? Et ainsi, est-ce que l'ensemble du foncier pourra être transmis ou pas? Donc c'est un premier critère. On regarde aussi d'autres critères dans le cadre de ce diagnostic, par exemple les moyens de production, la qualité des moyens de production, donc bâtiments, matériel, cheptel. Donc les bâtiments sont-ils fonctionnels? Dans quel état de vétusté se trouve-t-il? Quelle est la proportion d'amiante par exemple et dans quel état? Est-ce que pour ces bâtiments, sont-ils aux normes environnementales? Est-ce que vous maîtrisez le sol sous-bâti? Quelle est la possibilité d'évolution également par rapport, par exemple, à la distance côtière? On va regarder d'autres critères comme l'élément bassin de production, filière, marché, qui est un enjeu central dans le diagnostic. On essaie de mesurer les risques conjoncturels et l'impact par rapport à la reprise et la transmission.
Donc d'autres critères encore, donc sur le schéma qui suit, les contrats. Par exemple les contrats de commercialisation, donc vont-ils être reconduits, dans quelles conditions, avec quelle pérennité, et également d'autres contrats, les contrats environnementaux, EDPAC. Toujours dans le cadre du diagnostic, donc on regarde aussi la question de l'habitation. Est-ce qu'il y en a une à acquérir ou pas sur le site? Est-ce que c'est souhaité par vous, cédants, vous, repreneurs, ou pas? Avec quelles conséquences financières? Au niveau des facteurs humains, on va regarder aussi tout ce qui est organisation du travail. Est-ce qu'il y a des contrats salariés à reprendre ou pas? Un point est également réalisé pour les actifs financiers. Donc là, je me situe pour ceux parmi vous qui pensent céder ou reprendre des parts sociales dans une société existante à transmettre. Là, on va notamment regarder l'état d'endettement, donc les dettes bancaires, bien sûr, fournisseurs, mais aussi les dettes compte courant associés. Donc on arrive ensuite, là sur le schéma qui va suivre, à un récapitulatif, comme vous voyez, de l'ensemble des critères qu'on est amené à analyser dans le cadre de ce diagnostic, donc qui est en phase initiale avant les calculs d'évaluation. Donc avec les exemples que je vous ai donnés, vous voyez que cela permet non seulement un état des lieux le plus complet possible, mais aussi de mettre le doigt sur des points forts, mais aussi des points de vigilance qui vont venir impacter le prix directement ou pas. On arrive ainsi à une synthèse des forces, faiblesses et aussi des opportunités, des menaces externes à l'exploitation. Cette synthèse va servir de base au calcul, mais aussi à votre future négociation, à pouvoir argumenter les valeurs retenues. Tout l'enjeu du diagnostic est de mesurer le poids de chacun des critères dans le diagnostic pour arriver à un taux de risque de la reprise et de la transmission qui vous serviront à discuter et à négocier pour ce qui est recherché, c'est-à-dire un accord entre vous sur la valeur finale. Merci Christelle. Alors je rappelle à nos participants que vous pouvez envoyer vos commentaires ou vos questions par SMS, donc au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et pour la deuxième séquence, j'accueille maintenant Christian Garel, qui est donc conseiller entreprise à la Chambre d'agriculture et qui pratique au quotidien les évaluations en exploitation. Alors Christian, comment approcher la valeur d'une exploitation ? Oui, donc évaluer mon exploitation pour mieux la transmettre. Donc première question, pourquoi évaluer mon entreprise? Donc bien sûr, c'est pour connaître sa valeur et pour la valoriser à son juste prix, à savoir ne pas la sous-estimer, mais ne pas la surestimer. Et ça permet également de disposer d'éléments pour négocier avec un repreneur. Alors pour évaluer, on utilise différentes méthodes. Les deux principales, c'est l'approche patrimoniale, et donc qui va être complétée par l'approche globale qui va prendre en compte le potentiel économique de l'exploitation. Bon, ces deux approches sont indissociables pour appréhender le juste prix et à prendre du recul un peu sur l'aspect patrimonial, la valeur économique et trouver un juste équilibre. Alors la valeur patrimoniale, certes, elle est rassurante, mais incomplète. Alors elle consiste à évaluer chaque bien un par un. On va d'abord intégrer le foncier sous et autour du bâti. Ensuite, on va prendre les bâtiments, le matériel d'élevage et le matériel de culture. En partant de la valeur d'origine, on va réactualiser ces valeurs d'origine avec des indices. On va tenir compte de l'âge et de l'état. On va intégrer également le cheptel et les stocks qu'on va évaluer soit sur des bases comptables prix de revient ou alors sur des cours du jour. Ensuite, on va totaliser l'ensemble des éléments, donc foncier sous bâti, bâtiment, matériel, cheptel et stock, pour arriver à une valeur totale qui va me donner donc la valeur patrimoniale. Donc il s'agit bien d'une approche. Alors l'évaluation patrimoniale, elle a ses limites. À savoir qu'un agriculteur qui a mis des années à bâtir sa ferme, à améliorer son cheptel et ses terres, il est parfois difficile d'avoir une valeur objective. L'attachement sentimental au patrimoine influence parfois la perception de cette valeur. Alors certes, votre exploitation, elle a des atouts, mais elle a également des limites. Donc la méthode de la valeur économique va permettre d'intégrer ces éléments. Alors la valeur économique donc est conditionnée bien sûr par le potentiel de rentabilité. Alors le principe de base, c'est que la capacité d'exploitation a dégagé un revenu pour l'exploitant de manière pérenne.
Alors, l'indicateur clé qu'on utilise pour déterminer la valeur économique d'une entreprise est l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, donc critère qui est très utilisé donc, au niveau gestion. Alors, l'UBE susceptible d'être atteint sera appréhendé au travers d'une étude prévisionnelle qu'on va réaliser, qui va bien sûr intégrer l'historique de l'exploitation, mais également intégrer des prévisionnels de prix dans les années à venir. Alors, ensuite, cette UBE prévisionnelle qu'on aura donc déterminée, diminuer les annuités liées aux investissements indispensables éventuels qui devront être réalisés sur l'exploitation dans les années à venir, de la rémunération du travail des exploitants pour conduire cette exploitation, va nous déterminer la capacité de remboursement de l'entreprise. Pour parfaire cette étude économique, il est utile d'appréhender donc la notion de risque. Bon, par exemple, quelle est la pérennité du foncier en location? Quelle est la sensibilité de la production au marché? Quelles sont les perspectives de développement et d'évolution du système de production? Ensuite, donc, une fois qu'on a réalisé tous ces éléments-là, donc on va formaliser l'ensemble des données vues ci-dessus dans un rapport d'évaluation qui sera donc remis et commenté donc auprès de l'exploitant. Ce rapport, bon, il va d'abord, bien sûr, nous donner une vision objective de la valeur de l'exploitation avant d'engager sa vente. Ensuite, il va synthétiser l'ensemble de la démarche et va donc être un outil précieux d'aide à la décision. Il va également sensibiliser l'agriculteur aux contraintes spécifiques de son exploitation. Bon, dans ce cadre, le regard d'un conseiller spécialisé associant ces deux approches, patrimoniale et économique, va vous aider à définir une fourchette de valeur. Pour illustrer un peu la démarche que j'ai présentée ci-dessus, donc je prends l'exemple d'une exploitation laitière donc, qui est à évaluer. Je donne les grandes lignes, donc 72 hectares avec une majorité du foncier en location. Point fort, parcellaire groupé avec un bon potentiel agronomique des sols. Une référence laitière de 485 000 litres de lait. Un potentiel de 30 hectares de culture de vent. La main-d'œuvre, donc avec un UTH 35, dont 0,35 UTH salarié temporaire, tabulation logette, traite robotisée. Alors, quelle approche de la valeur pour cette exploitation? Alors, bien sûr, l'évaluation se fait d'abord au travers d'une visite d'exploitation et de l'ensemble des installations. Ensuite, il y a une approche de la valeur économique, c'est-à-dire une étude prévisionnelle pour déterminer un UBE potentiel sur cette structure. Et l'ensemble de ces éléments va donc nous permettre de proposer une valeur patrimoniale. Je dis bien proposer parce que c'est une proposition. Ensuite, de proposer deux valeurs économiques en lien avec le BE prévisionnel, une valeur par les flux, donc qui se base sur l'actualisation des flux, une valeur capacité de remboursement, donc en lien avec la capacité à dégager le BE. Ensuite, une synthèse de ces trois valeurs va être réalisée en intégrant 50% du patrimonial et 50% de la valeur économique pour déterminer ou proposer une valeur moyenne. Donc, dans l'exemple ci-dessus, là, nous avons donc une valeur moyenne de 390 000. On peut considérer que la fourchette de valeur s'établit entre 370 000 point bas, 410 000 point haut. D'accord. On peut constater que entre la valeur moyenne 390 000 et la valeur patrimoniale, il y a une différence d'environ 20 000. Donc, cette différence, on va l'affecter en plus ou moins-value. Donc, dans le cas présent, c'est en moins-value sur les bâtiments et le matériel. Et donc, pour 390 000 euros de valeur moyenne, on va donc ventiler cette valeur au niveau du foncier, des bâtiments, du matériel, du cheptel et des stocks. Je précise bien que la valorisation, c'est la valorisation d'une unité de production existante dans son contexte actuel, c'est-à-dire tel que l'exploitation est aujourd'hui. La valeur économique, bien sûr, est un élément déterminant pour le repreneur, et notamment pour le banquier. Et l'évaluation va donc nous permettre de définir une offre de prix, en sachant que le juste prix d'une exploitation sera celui auquel l'exploitation va trouver un repreneur. Entendu, Christian, et merci. Et désolé pour tout à l'heure. Donc, continuez à nous envoyer vos questions au numéro qui s'affiche.
Alors, nous accueillons maintenant donc Maëlle Michel de Cogedis et Patrice Lavolée de la coopérative Eureden. Donc, suivant le projet du repreneur, quels sont les points auxquels il faut prêter attention et comment formaliser les avancées au fur et à mesure de la négociation? Oui, bonjour à tous. Donc Christelle a déjà rappelé un certain nombre de diagnostics à réaliser sur une exploitation. Là, c'est des points de vigilance qui sont un peu communs à quelle que soit la reprise. J'ai envie de dire, c'est souvent le projet que porte le repreneur qui va mettre en exergue des points de vigilance importants. Est-ce que la structure dans mon projet d'entreprise à 10 ans est-elle adaptée à ce que je veux faire? Je ne vais pas reprendre l'ensemble des points de vigilance, mais aujourd'hui, c'est voilà, les débouchés, l'état des bâtiments, que soit le cédant aussi, voilà. Je pense que par un exemple sur l'activité porcine sur la plaque suivante, Patrice va pouvoir un peu nous remettre des points de vigilance très précis et très pratiques. D'accord. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, concernant la partie porcine que j'occupe, il est très important lors d'une reprise qu'un repreneur cale bien sa capacité, notamment d'engraissement, avec des normes aujourd'hui qui évoluent. Les élevages repris souvent étaient avec des surfaces inférieures à 0,7 m². Il est donc bien important de bien caler cette surface et ces normes. Voilà. Dans une reprise, un repreneur doit être vigilant aussi sur la nature des travaux à réaliser et à budgétiser. On a souvent des surprises, on a des choses à moderniser, bien souvent. Ne pas omettre de garder une enveloppe pour laquelle on ne sait pas forcément ce qu'on aura à faire, mais elle sera toujours utile. Donc, on gardait toujours un petit peu sur le coude. Voilà. Ensuite, tout ce qui est mode d'alimentation, utilisation de matières premières, il faut regarder ça aussi pour approcher un bon prix d'équilibre. S'assurer de la qualité de l'outil, des bâtiments, du matériel par rapport à une durée de vie. Voilà. Bien se mettre dans la tête quand on reprend que bien vérifier qu'on n'ait pas de travaux conséquents à faire dans les 5 à 10 ans. Ou alors, il faut bien sûr les prévoir. Après, un repreneur aussi doit être prudent sur le niveau actuel technique de l'exploitation, prendre des résultats techniques moyens, voilà, ce qu'on retrouve en Bretagne. Ça lui permet aussi d'avoir de la capacité d'évolution, de pouvoir, en progressant par des résultats techniques, notamment c'est l'indice de consommation, les poids de cochon, et ça lui permet de peser sur son prix d'équilibre. Voilà. Donc, merci Patrice. Alors, concernant les autres activités, des points de vigilance un peu particuliers par production, ce que vient de faire Patrice, c'est vraiment d'entrer dans le détail technique de chaque production et de s'adapter au projet du jeune, ou moins jeune d'ailleurs, entrepreneur tout court. Voilà, il y a des niveaux génétiques, il y a les bâtiments, les travaux. C'est vraiment se projeter, est-ce que cette exploitation que je souhaite reprendre correspond, ou qu'est-ce que je dois faire évoluer pour atteindre mon objectif personnel. C'est l'un des principales choses à retenir. Après, on peut parler de plein de critères techniques, de plein de choses. Il y a une évaluation qui est faite, il y a un potentiel économique, mais est-ce que cette exploitation et son potentiel correspond à mon projet d'entreprise? Et c'est vraiment ça qui est important. Et ça, il faut prendre le temps de le faire. Une reprise d'exploitation, on va le voir juste après, Patrice va le détailler, ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est très très important de vraiment se pencher sur tout ce qu'on a vu auparavant lors de cette conférence. D'accord, très bien. Et merci à tous les deux. Il reste une dernière diapo sur justement une fois que la négociation, au fur et à mesure des avancées de la négociation, comment on peut formaliser les différentes étapes entre le cédant, l'agriculteur cédant et le candidat à l'installation. Alors déjà, quand on se porte acquéreur d'une exploitation, c'est vrai qu'il y a un beau dossier qui est souvent fait. Le conseil à donner aux porteurs de projet, c'est de visiter plusieurs fois
l'exploitation reprise est choisie par le candidat. Voilà. Ça, je conseille 3, 4, 5 visites. La première fois, on trouve toujours que c'est beau, mais il faut visiter plusieurs fois et ça permet de bien s'imprégner de son projet aussi. Voilà. En termes de temps, c'est vrai qu'on est entre 3 et 12 mois, voilà, avec différentes visites, différentes études. Une fois qu'on s'est bien calé sur son dossier, il est important de faire une lettre d'intention. Ça permet de cadrer le périmètre de son projet. Voilà. Ce qu'on achète, on détaille tout le périmètre, entre qui et qui, qu'est-ce qu'on reprend, on définit le prix, et bien sûr, à cela, on met des conditions suspensives, parce que c'est comme soumis à autorisation d'exploiter, c'est soumis à financement, les banquiers en parleront tout à l'heure, donc, et mettre bien sûr une durée de validité de l'offre pour que les affaires puissent avancer. Là-dessus, on obtient un accord de financement et on lève bien sûr les clauses suspensives. On présente son projet donc à la banque. Un compromis de vente est signé, voilà, et une vente définitive par la suite. Il faut savoir qu'une affaire, une reprise d'affaires, c'est entre 12 et 24 mois. Voilà, c'est vraiment le temps qu'il faut prendre pour s'installer. Effectivement. Bien, mais merci à tous les deux pour cette présentation. Alors, avant l'intervention des banques, pour notre dernière séquence, je vous propose de prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, Rosemarie, j'imagine qu'on a pas mal de questions, alors on t'écoute. Oui, bonjour Sylvie, bonjour à tous. Oui, en effet, alors il y a plusieurs questions là que je reçois. Alors, comment du côté des cédants, je pense que Christian, tu vas peut-être pouvoir y répondre. 2 questions en une. Qui peut réaliser ces diagnostics ou concernant les diagnostics d'exploitation et le document d'évaluation? Et combien de temps est valable une évaluation? Qui peut réaliser le dossier d'évaluation? En principe, c'est un conseiller qui est spécialisé dans cette activité, hein, donc chambre d'agriculture ou autre service. De combien de temps l'évaluation est encore valable? Moi, j'aurais tendance à dire elle est valable pour une année, maximum 2 ans, parce que si au-delà d'1 an ou 2 ans, notamment au niveau du matériel, il vieillit, il s'use, et la valeur qu'on a donc proposé au moment où on a fait l'évaluation ne se vérifiera plus 1 an ou 2 après. Très bien. Autre question? Alors oui, peut-être Maëlle va peut-être pouvoir y répondre. En fait, ça c'est du côté du porteur de projet. En fait, il se pose la question si toutefois l'agriculteur, le cédant ne souhaite pas faire d'évaluation, comment ça peut se passer? Est-ce que vous avez vu ça dans votre quotidien? Et si toutefois l'évaluation a été faite sur une production et que le porteur de projet part sur une autre production. Comment ça se passe au niveau de l'évaluation de la structure et la négociation, quoi? Dans ces cas précis, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va commencer par écrire le projet économique du jeune et voir quelle est, de par son projet, sa capacité de reprise de l'exploitation. Après, pour un cédant, ne pas faire d'évaluation, c'est aussi prendre le risque de ne pas d'avoir une valeur un peu faussée de son outil. Donc je pense que c'est quand même important que chaque partie ait son suffrage. Après, pour un jeune, peu importe la production, peu importe ce qu'il va faire avec l'outil, il faut bâtir un prévisionnel économique qui va permettre de démontrer, ok, moi, dans ces conditions-là, je peux reprendre l'outil tel montant. Voilà. Et c'est là qu'après la négociation rentre en jeu. D'accord. Merci Maëlle. Donc le jeune peut peut-être faire appel autrement au niveau de l'évaluation ou comment voilà, le porteur il se pose la question en fait. Oui. Alors, une évaluation peut être faite soit à la demande du porteur, soit à la demande du cédant, ou les deux d'ailleurs. Donc un porteur peut très bien faire une évaluation en parallèle, demander à faire une évaluation en parallèle de son prévisionnel économique, bien entendu. Très bien, merci beaucoup Maëlle. Donc il peut se rapprocher. Voilà, il reste encore 2 petites minutes, Rosemarie, pour prendre des questions. Oui, alors peut-être Patrice, qui rédige la lettre d'intention? Ou Maëlle? Alors, la lettre d'intention, elle peut être faite
par la coopérative qui accompagne le jeune. C'est ce que moi je fais généralement, mais aussi par les collègues des centres de gestion qui permet de bien poser les choses, poser tous les éléments de la reprise. Voilà, ça permet de rien oublier. Voilà. Et puis je pense que quand un cédant et un repreneur signent une lettre d'intention, ça permet je vais pas dire de figer la vente, mais au moins le repreneur et le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord, et ça permet aussi de travailler toutes les démarches autres, les autorisations d'exploiter, on doit en faire la demande, présenter son dossier à la banque. Donc ça permet d'avancer comme ça avec des choses qui sont déjà écrites, et on s'est mis d'accord avec un repreneur et avec un vendeur. Voilà. Je pense que c'est une bonne méthode pour avancer dans le rachat d'une exploitation, quelle qu'elle soit. Merci Patrice. Encore, on a le temps pour une autre question. Alors peut-être pour Christelle, un cédant qui se pose la question, sa maison d'habitation se trouve à moins de 100 mètres de l'élevage. Est-ce que ça a une répercussion au niveau du diagnostic et de l'évaluation ? Alors, si c'est la maison du cédant, la particularité, c'est que l'exploitant qui cède n'est pas considéré comme tiers par rapport à l'exploitation, à la réglementation. Puis après, il faudrait voir si l'exploitation dépend d'une réglementation installation classée ou pas. Est-ce qu'on est au règlement sanitaire départemental? Est-ce qu'on est à autorisation, à déclaration, à enregistrement? Et en fonction, est-ce qu'on parle de distance avec des bâtiments d'élevage ou autre? Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le cédant directement n'est pas considéré tiers. Par contre, s'il y a d'autres maisons à moins de 100 mètres des bâtiments d'élevage, en réglementation, déclaration, enregistrement, autorisation, là, et que ces maisons sont des maisons vraiment de tiers, donc pas le cédant, effectivement, ça peut être bloquant pour des projets non seulement d'extension, mais d'évolution d'effectifs, etc. Voilà. Merci. Et donc, et du coup, pour terminer, est-ce qu'on en tient compte dans le prix, dans l'évaluation? Et du coup, voilà, donc dans ce dernier cas, ça peut avoir un impact si c'est bien une maison de tiers et pas directement du coup celle du cédant, à moins de 100 mètres de bâtiment d'élevage. Effectivement, ça peut impacter à la baisse la valeur patrimoniale autant que la valeur économique, puisque, comme je l'ai expliqué, ça peut être bloquant pour des projets d'évolution, pour les projets futurs. D'accord. Merci Christelle. Merci à tous pour vos réponses. Donc on va entamer la dernière partie de cette séance. Alors, on va accueillir donc Ronan Simon du Crédit Mutuel de Bretagne et Michel Levaillant du Crédit Agricole. Alors Michel ne sera pas, vous ne le verrez pas, il est simplement en audio, mais vous pourrez l'entendre. Alors pour tous les deux, quels sont les critères d'appréciation de la banque sur un projet ? Merci Sylvie et bonjour à tous. Donc pour un peu exposer nos critères d'appréciation, on a voulu plutôt parler de méthodologie, comment on appréhende un dossier lors d'une reprise. Notre méthodologie doit servir au niveau du preneur pour un peu bien préparer, optimiser son dossier pour qu'il visualise quelles sont nos attentes, et du cédant aussi bien préparer les conditions du repreneur et optimiser peut-être le prix. Et vous allez le constater, dans notre approche, en fin de compte, on a beaucoup de critères extra-financiers ou qui complètent la partie financière. Et en premier lieu, une forte attente vis-à-vis du porteur du projet. Le porteur du projet qui sera pilote de l'entreprise tout au long de sa carrière. Donc, pour nous, c'est un des critères très importants. Et les attentes qu'on a vis-à-vis du porteur, c'est déjà un couple formation-expérience. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu, on ne s'improvise pas agriculteur, chef d'exploitation. Il faut être opérationnel immédiatement et du coup on n'a pas le temps d'apprendre. Élément aussi qui complète ce volet formation expérience, c'est les motivations. Donc pourquoi on s'installe, à savoir qu'on est souvent sur un métier passion, donc du coup on a beaucoup de chances de réussir si on est passionné, donc il faut les bonnes raisons de s'installer. Toujours sur le porteur du projet, donc capacité technique qu'on retrouve très très régulièrement chez un porteur, mais il faut surtout pas oublier ses capacités de gestion et d'anticipation. Je dis aujourd'hui qu'un peu l'agriculteur, il est multicasquette, multicompétence. Voilà, c'est très important d'avoir beaucoup de qualité, même
si vous allez le voir en point 6, on va dire on peut être multicompétences, mais aussi il faut s'entourer. Critères aussi complémentaires sur lesquels on apporte aussi un regard, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Est-ce que le candidat à l'installation a bien appréhendé la charge de travail, les horaires de travail? Concrètement, on ne peut pas travailler jour et nuit. Du coup, c'est des éléments complémentaires. Donc, c'est un amalgame de tous ces critères-là qu'on prend en considération. Et autant, on va dire, si on juge le porteur du projet, on va dire, compétent, ben, on est très, très investi, très moteur dans l'appui et on souhaite que son projet aboutisse. Michel, si tu veux bien, je vais te passer la main sur la partie projet. Oui, donc bonjour à tous. Donc la deuxième étape, en fait, c'est après avoir identifié en fait le porteur de projet, c'est le projet en lui-même. Donc on va aller voir en fait et vérifier la cohérence en fait du projet, donc en lien avec l'ensemble des moyens de production, c'est-à-dire qu'en fait savoir si tout était bien dimensionné. C'est un peu ce que relataient tout à l'heure en fait Maël et Patrice. Donc on va faire le lien avec les moyens de production, leur état, leur fonctionnalité, la nécessité en fait de rénover ou pas. Les personnes, donc au sein de ce projet-là, c'est qui vont être les personnes en fait qui vont prendre les décisions, donc les dirigeants, qui va y travailler, mais également en fait la main-d'œuvre salariée. Donc est-ce que ces personnes-là sont bien dimensionnées par rapport en fait à l'envergure en fait des moyens de production? Le lien aussi avec les différents partenaires, donc partenaires au sens large, ça va être en fait les débouchés, la filière, tout ce qui gravite en fait autour du client demain, donc c'est-à-dire coopérative, banque, tous ceux qui sont là potentiellement en fait pour l'accompagner et favoriser en fait la réussite du projet. Et donc le dernier point en fait concernant en fait cette réussite, c'est on va se baser et on va revenir en fait sur le prévisionnel économique. Donc c'est quelque chose qui a été énoncé en fait plusieurs fois. Donc prévisionnel économique et surtout en fait un plan de financement cohérent par rapport à ce prévisionnel-là. C'est-à-dire en fait avoir des durées de remboursement bancaire adaptées en fait à l'objet, de façon aussi à avoir en fait des chutes d'annuités permettant une reprise, une évolution, un renouvellement de matériel à plus ou moins moyen terme. Et donc tout ça va nous permettre en fait d'aborder ou d'absorber en fait un seuil de rupture, donc un prix d'équilibre. Et c'est de savoir est-ce que ce prix d'équilibre-là en fait est en phase par rapport à ce qu'on peut voir en fait sur le marché, suivant la filière dans laquelle en fait se trouve le porteur de projet, et en découle également une marge de sécurité. Donc voilà en fait les différents critères qu'on peut prendre au niveau de la réussite. Je repasse la main à Ronan. Oui, merci Michel. Après, sur nos modalités d'études, de financement, on va dire, elles sont plutôt très cohérentes et complètement logiques. À savoir, souvent, il s'agit d'une reprise, donc nous-mêmes, on va dire, d'une manière assez logique, on reprend les critères de l'exploitation cédante. Par contre, on ne s'arrête pas à ces critères-là parce qu'on écoute de manière très très attentive le porteur du projet pour voir s'il modifie le système de production, s'il a des ajustements, s'il fait différemment. Et du coup, on adapte les chiffres en fonction de ce que nous propose le porteur, si ça nous paraît cohérent. Troisième point, on optimise le plan de financement. Donc Michel vient d'en parler. Donc il y a des critères durés par rapport à la qualité du matériel, qualité des bâtiments, mais aussi on est vigilant et attentif à mettre aussi de la marge de sécurité, c'est-à-dire bien appréhender une partie BFR, éventuellement mettre du différé au démarrage pour donner aussi un peu de souplesse, parce qu'il y a toujours des imprévus. Le quotidien est fait d'imprévus pour tous les métiers. Voilà, ces trois éléments-là nous permettent en fin de compte de dégager un plan, un prévisionnel pluriannuel. On ne s'arrête pas à une année, qui nous détermine un EBE. Réunion va prendre fin dans 10 minutes. Précédemment, on va dire, cette EBE doit faire face aux annuités, aux prélèvements privés suffisants, on va dire, qui doit être proportionnel un peu à la charge de travail. On ne peut pas vivre pour 500 € par mois. Et aussi de laisser une marge de sécurité, comme le disait Michel. Donc voilà. Une fois qu'on a validé un peu toute cette faisabilité économique, c'est à ce moment-là qu'on se penche sur les aspects garantie, hypothèque ou autre garantie, et assurance emprunteur également, protection, on va dire, du porteur du projet en cas de décès, invalidité. Donc ce qui est à retenir, en fin de compte, sur nos modalités de financement, c'est qu'on est surtout sur une étude très économique de la rentabilité qui doit faire face aux charges de remboursement et aux besoins de celui qui s'installe. Michel, je te laisse un peu conclure. Donc au niveau de la conclusion, en fait, dans le cadre de la préparation de la transmission ou de la reprise, donc les facteurs clés
Ce qu'on va retrouver essentiellement, c'est la qualité de l'outil en fait à transmettre, donc ce qu'on redisait tout à l'heure en fait, dans quel état il est. Est-ce que en parallèle la valeur est en phase avec le marché par rapport à d'autres exploitations en fait dans le secteur ou un peu plus éloignées en fait qui se retrouvent à vendre également? Est-ce que dans le cadre de cette reprise-là, l'ensemble en fait de la transmission a été sécurisé? Je pense notamment en fait au transfert des baux sur le foncier. Entre le cédant et le preneur, est-ce qu'il y a un tuilage, une passation de pouvoir, une transmission de savoir-faire? Donc c'est quelque chose aussi qui est important. La capacité professionnelle, on l'a cité tout à l'heure, en fait, du preneur, les différents partenaires qu'il peut y avoir. Donc pour conclure en fait sur cette partie-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments et donc la nécessité en fait d'anticiper parce que ça demande du temps et c'est surtout en fait d'avoir un prix qui soit économiquement viable. Donc j'en étais terminé, je repasse à Sylvie. Parfait, merci à tous les deux pour justement cette vision, enfin cette vision des banques sur le projet. Je pense que c'est effectivement une des phases clés pour aussi bien pour le repreneur que pour le cédant. Et je vais laisser la parole à Christelle qui va terminer la séance pour nous donner peut-être des derniers conseils en synthèse avant de passer la parole à nos participants. Christelle? Oui, donc quelques conseils donc pour vous cédants. Donc savoir saisir les opportunités. Une offre ne se présentera pas forcément toujours deux fois, même si elle intervient à un moment qui n'est pas forcément celui que vous aviez imaginé au départ dans votre calendrier de transmission. Être à l'écoute des candidats lors de la phase de négociation, c'est-à-dire accepter qu'il n'ait pas forcément la même vision que vous sur votre exploitation et sur la suite. Prendre en compte les réalités économiques, donc on l'a vu précédemment, une exploitation c'est bien sûr un ensemble de biens, bâtiments, matériel, cheptel, stock, mais c'est aussi une entité économique, on l'a indiqué plusieurs fois, qui se doit de dégager une rentabilité et pour un projet viable. Pour vous aussi repreneurs, bien étudier la faisabilité économique de son projet, on est revenu plusieurs fois dessus lors des interventions précédentes, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de recul dans la négociation à mener. Anticiper les démarches administratives et autres, on l'a vu aussi dans les points de vigilance évoqués, donc anticipation, ça va mettre mot. Faire réaliser des audits sur l'état des bâtiments, surtout en hors sol, et définir aussi donc bien définir les investissements de renouvellement ou d'amélioration liés à votre projet et les intégrer au prévisionnel, ça vous permettra de dimensionner au mieux votre capacité de remboursement maximum. Et pour vous, cédants et repreneurs à la fois, on l'a vu, formaliser les différentes étapes, donc rapport d'évaluation, lettre d'intention, protocole de vente, dans l'objectif de sécuriser au maximum la transmission et la reprise. Et globalement, se faire accompagner pour bénéficier d'un œil extérieur et ne rien oublier. Merci Christelle pour tous ces conseils. Alors Rosemary, il est temps de peut-être poser des questions à nos intervenants. Est-ce qu'on a des questions liées à cette dernière partie ? Alors, concernant cette dernière partie, j'en ai une. Après, je reviendrai sur la première partie parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de retours par rapport à la première partie au niveau des questions, j'entends bien. Au niveau, alors peut-être Ronan ou Michel, au niveau de la marge de sécurité, qu'est-ce qui est attendu pour un projet sur cette marge de sécurité au niveau de la banque? Je vais commencer, Michel, si tu veux, tu pourras compléter. Oui, vas-y, oui. Donc, au niveau marge de sécurité, nous, on calcule ou on essaye de retenir une marge de sécurité en relation avec le BE. Donc, on parle, on va dire, souvent d'une marge de sécurité de l'ordre de 10% par rapport à l'EBE, mais tout dépend de chaque situation. À savoir que si on a un EBE de 50 000 euros, la marge de sécurité de 10%, ça fait que 5 000 euros. Donc, ça peut paraître un peu juste et c'est calibré en fonction de chaque projet. Mais c'est de l'ordre d'idée de ce qu'on essaye de retenir, pour faire face un peu aux imprévus et donner un peu de souplesse au projet. Oui, non, je confirme. Après, en fait, sur la base aussi d'un EBE prévisionnel, en fait, qui est parti sur des bases crédibles en termes de prix de vente également, qui permet en fait de temporiser en fait cette marge de sécurité là. Merci. Ok, merci. Alors, j'aurais une question sûrement pour Maëlle. Dans le cas d'une reprise familiale, est-ce que les démarches sont identiques ? Est-ce que les démarches sont identiques ? Oui, après, c'est les... Alors, tout va dépendre si effectivement le jeune s'installe avec ses parents ou pas, s'il reprend après ses parents. Après, la démarche reste identique dans le sens où aujourd'hui, s'il y a des frères et sœurs ou d'autres tiers, il faut quand même que
la transmission soit aussi rigoureuse et qu'il n'y ait pas de possibilité de la remettre en cause par la suite. Voilà. Après, il y a quelques avantages dans le cadre d'une transmission familiale au niveau fiscal ou droit d'enregistrement, ainsi de suite. Mais sinon, la démarche, je pense, doit rester la même pour que le repreneur ait aussi une vision à 10 ans de son outil. Et de la même manière que ce que disait Christelle, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi que les parents, même si c'est vrai depuis 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, qu'ils soient aussi à l'écoute de leur enfance sur les perspectives qu'ils veulent voir mettre en œuvre, quoi. Voilà. Mais sinon, les démarches, j'ai envie de dire, restent sensiblement quand même les mêmes pour une bonne vie de l'entreprise par la suite. Merci Maëlle. J'ai une question, Christian. Il y a beaucoup là de questions concernant. Est-ce que tu pourrais donner une fourchette de prix concernant l'évaluation et le diagnostic? Combien il faut prévoir dans son budget pour faire une évaluation de sa structure et un diagnostic? Tu peux mettre le son, Christian? Ton micro, Christian, s'il te plaît. C'est bon. Oui. Pour réaliser une évaluation, donc déjà, il y a 2 visites qui se réalisent. Une première visite pour faire le diagnostic, faire le point avec le cédant, visiter les installations. Ensuite, il y a une deuxième visite qui va se faire suite au travail qui aura été fait par le conseiller avec la remise du rapport d'évaluation, quoi. Donc le coût, ça dépend de l'outil, ça dépend de la grandeur. Donc en gros, ça va démarrer à 1 200 € et ça peut aller jusque 2200, 2500, notamment si on intègre dans la suite une valeur de part sociale. Donc voilà à peu près la fourchette de prix. Ça dépend de la grandeur de l'outil, 1200 minimum, pouvant aller jusque 2400, 2500, en sachant que la moyenne quand même se situe toujours autour des 1600 €. Voilà. Merci à tous nos intervenants pour vos réponses. On a peut-être le temps de prendre une dernière question, s'il y en a une, mais vraiment rapidement, Rosemary. Oui, alors je reviens là-dessus. Alors Sinon, on passe. Si peut-être Christelle, j'ai un cédant qui se pose la question de il a des salariés sur sa structure, comment ça se passe? Alors, par rapport à s'il y a des salariés sur la structure, c'est vrai que c'est important d'identifier que dans le cadre d'une reprise de l'exploitation, il doit y avoir une continuité, faire une reprise des contrats des salariés. Donc c'est un point important à évoquer avec eux et puis avec les repreneurs potentiels. Je ne sais pas si c'est ça qu'il y avait derrière la question, mais... Oui, se poser la question de savoir si toutefois le salarié pouvait, ça va dépendre du projet, à savoir si le salarié est inclus dans le projet du repreneur, comment ça se passe en fait, quoi. Oui, le contrat normalement est censé être repris. Après, bien sûr, ça peut discuter. Les salariés d'eux-mêmes aussi peuvent souhaiter, pour X raisons, après avoir travaillé des années avec ce cédant, peuvent avoir eux-mêmes d'autres projets. Mais d'un point de vue, en tout cas juridique, droit du travail, les contrats salariés sont repris, doivent être repris. Donc après, il faut simplement, selon les projets, après ça peut bouger en fonction des projets aussi des salariés et des repreneurs. Et ça peut se discuter aussi entre eux, bien sûr. Merci Christine. Très bien. Eh bien, le temps imparti pour notre conférence en ligne est presque écoulé. Je voudrais remercier d'abord tous nos intervenants et partenaires pour leur mobilisation et aussi la qualité de leur intervention. Alors, vous trouverez donc toutes ces informations, nos contacts et le programme de ces 2 derniers jours sur le site transmissionenagriculture.com. Vous aurez également la possibilité de revoir toute cette webconférence et toutes les autres en replay. Vous pouvez rester avec nous pour la prochaine conférence en ligne qui démarrera à 14h30. Qui sont les porteurs de projets et que cherchent-ils ? Avec entre autres le témoignage d'un porteur de projet qui a trouvé une exploitation et un porteur de projet en recherche. Donc au nom de toute l'équipe qui a organisé cette conférence, je vous remercie de votre écoute et de votre participation. Vous n'oublierez pas de nous renvoyer le questionnaire d'évaluation que vous recevrez dans les prochains jours. Cela nous fera progresser. Nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine de l'installation transmission. À très bientôt.